Bonjour à tous dans une nouvelle édition de Vision sans limite. Voici les actualités en date du samedi 28 février 2026. On sait les joueurs de la Ligue nationale de hockey sont revenus des Jeux olympiques, mais c'est la politique qui a retenu l'attention depuis que ceux-ci sont revenus. On sait qu'il y a eu la controverse avec M. Trump qui a invité, rappelez-vous, les joueurs de l'équipe américaine masculine à participer et à être présents lors du discours de l'Union du président américain. Mais il a affirmé également, Trump, lors de cet appel téléphonique pour féliciter les joueurs de leur victoire, qu'il n'avait pas le choix d'inviter l'équipe féminine américaine, sinon il serait destitué. Les joueurs américains ont ri d'ailleurs lors de cette déclaration. Et depuis, il y a de la controverse autour de ça. L'équipe féminine au grand complet ont refusé de participer à l'événement pour se rectifier en titre ensuite. Mais Hillary Knight, qui est la capitaine de l'équipe américaine, a avoué qu'elle était pas contente de la réaction des joueurs et que ce n'était pas bon pour la réputation du hockey féminin. Et évidemment, certains joueurs comme Jeremy Swayman, le gardien des Bruins de Boston, ont essayé de se justifier et d'avouer que c'était une erreur, qu'ils auraient pu réagir différemment. Et d'autres joueurs comme Jack Hughes, eux, ont préféré un peu banaliser la controverse. Tout ça pour dire qu'on voit que le président américain Donald Trump s'implique à peu près partout et qu'il y a même une vidéo de l'intelligence artificielle publiée par la Maison-Blanche où on voit Brady Tkachuk, le capitaine des sénateurs d'Ottawa, rire des Canadiens, en fait, d'insulter ses compatriotes. Et évidemment, il a démenti ça. On sait que c'est une situation particulière pour lui. Il joue pour une équipe canadienne, la capitale en plus, et a gagné avec les Américains. Pas facile pour lui dans le contexte actuel. Parlant du discours de l'Union du président américain qui devait faire bonne figure lors de ce discours qui était prévu pour être très long. Alors, à peu près 2 heures, il y avait beaucoup de sujets qui devaient être parlés et on sait que plus de 60% des Américains présentement sont insatisfaits de la performance du président, surtout au niveau économique. Et c'est là-dessus d'ailleurs que M. Trump a essayé de calibrer son discours en disant que l'économie va bien, les tarifs douaniers font bonne figure, et ça malgré le fait d'ailleurs que les juges de la Cour suprême américaine ont dit que ce n'était pas valide les tarifs douaniers qu'il a infligés à peu près à tout le monde sur la planète. Évidemment, Donald Trump l'a pas pris, a insulté ces juges-là, a dit d'ailleurs qu'il allait trouver d'autres solutions plus à long terme pour, on va dire, se venger et faire mal au pays. Une situation qui sera surveillée. Mais est-ce que concrètement son discours à l'Union va rassurer le peuple américain sur la performance du président? Sincèrement, j'en doute parce que c'est un discours très fragmenté de plein de choses. On a vu les joueurs, exemple, de hockey arriver sur la scène. On a vu une élue démocrate crier d'ailleurs pendant son discours. Donald Trump d'ailleurs qui a dit qu'elle devrait être internée pour ce genre de comportement-là. Mais encore une fois, on a un président qui est un peu déconnecté de la réalité, une économie qui va pas très bien aux États-Unis présentement, trop axée sur l'international. Et on s'entend, la plupart des Américains s'en foutent complètement de ce qui se passe à l'extérieur de leur pays, comme les tarifs douaniers au Canada, par exemple, ou au niveau de l'Europe. Les Américains veulent entendre parler de leur pouvoir d'achat à eux, les épiceries, la nourriture, l'électricité. Et malheureusement, on a l'impression que le président, dans les derniers mois de son mandat, s'est beaucoup trop attardé à tout ce qui est international, régler la guerre en Ukraine et en Russie, régler la guerre en Israël et avec les Palestiniens d'ailleurs qui, tient de manière fragile, mais qui tient. Et on a l'impression que le président américain est un peu déconnecté des vrais enjeux des Américains présentement. Alors, on va voir est-ce qu'il pourra rectifier le titre dans une année électorale. On sait, mi-mandat aux États-Unis aura jusqu'au mois de novembre pour rectifier le tir et aller chercher des appuis pour ne pas perdre une des deux chambres. Ça ferait mal au pouvoir du président. Donc, ça sera à surveiller dans les prochains mois ce qu'il fera pour régler et aider le pouvoir d'achat des Américains.
La situation qui a dégénéré au Mexique à Puerto Vallarta dans les dernières semaines, on sait que un grand membre du cartel, un des plus grands membres influents, a été assassiné par l'armée mexicaine, d'ailleurs en collaboration avec les États-Unis. Et il y a eu des actes violents ensuite, hein, des centres commerciaux brûlés, des autos également. Évidemment, heureusement, il y a peu beaucoup de morts civiles. Mais pour avoir connu des gens qui étaient au Mexique à ce moment-là, il y a eu quand même une inquiétude dans le pays. L'armée qui a été déployée, on a même vu beaucoup plus de gardes un peu partout. Des blocages routiers également ont été mis en place par les cartels qui sont tellement, mais tellement puissants au Mexique, qui sont même, à mon avis, beaucoup plus puissants que l'armée mexicaine elle-même. Ils ont des avions. Ça va être à surveiller. Là, ça semble se stabiliser dans le pays présentement. Est-ce que c'est un accalmie pour ensuite remonter à la surface? On le verra. Mais clairement, ma question, c'est est-ce que l'armée mexicaine a eu de la pression des Américains pour tuer ce membre tellement influent des cartels? Parce que l'armée mexicaine, c'était prévisible qu'il y ait une escalade ensuite quand tu tues peut-être le plus sanglant de tous ces dirigeants-là. Je peux pas croire qu'on se doutait pas qu'il allait avoir des répercussions importantes. Et ça influence beaucoup de choses. On sait que le Québec est une des provinces qui envoie le plus de Québécois au Mexique en voyage. Et depuis que Cuba a coupé, on peut plus aller à Cuba évidemment parce qu'ils n'ont plus de carburant, ben là, ça vient de couper une destination voyage. Et le Mexique en était une grande. Et là, le gouvernement canadien présentement qui ne recommande pas d'aller voyager dans le pays pour la semaine de relâche. Mais il y a beaucoup de Canadiens qui ont un voyage de prévu depuis très longtemps dans ces zones-là. Évidemment, c'est pas tout le Mexique qui est en danger, on s'entend. Le Cancun et compagnie, Rivière-Amaya, où la personne que je connais était, sont pas nécessairement en danger. Alors oui, on peut aller au Mexique dans des zones sécuritaires, mais il y a quand même des zones dans l'ouest du Mexique qui sont encore en zone orange ou à risque. Donc, est-ce que c'est une bonne idée d'aller en famille dans ce pays-là? Ça, c'est aux gens en général à voir. Mais la chose est sûre, c'est que, exemple, une des fédérations d'aquatique, donc un championnat du monde de natation, a annulé sa compétition qui était prévue au Mexique. Alors, on sent quand même des répercussions. L'UFC qui a pensé également annuler son gala à Mexico ce soir d'ailleurs. Finalement, ça aura lieu. Mais on voit quand même qu'il y a de l'inquiétude au niveau de l'international. Par contre, pour la FIFA qui accueillera la Coupe du Monde au Mexique, aux États-Unis et au Canada en juin, pas d'inquiétude, mais clairement pour les voyages, il y a une influence sur les choix. Et d'ailleurs, dans un prochain épisode, on parlera de l'impact que pourrait avoir une baisse des voyages au Mexique en plus de la non-disponibilité de Cuba. Faites juste imaginer comment la République dominicaine va en subir les avantages. Le Canadien de Montréal qui a repris son calendrier depuis la pause olympique, malheureusement avec une défaite de 4-3 face aux Islanders de New York jeudi. Un match qui a été peut-être un peu brouillon. Par contre, on menait 2-0. On n'a pas su tenir l'avance. C'est Jean-Gabriel Pajot qui a dénoué l'impasse en prolongation. Le Canadien qui accueille ce soir Alexander Ovechkin et les Capitals de Washington, le meilleur buteur de l'histoire de la Ligue nationale. Est-ce que c'est la dernière saison d'Ovi? Personne n'a la réponse présentement, celui l'a. Moi, j'ai un petit feeling qu'il va en jouer une autre. Un petit feeling. Mais on verra si j'ai raison. Et du côté du Canadien, c'est Jakub Dovesh qui devrait être devant le filet ce soir. Il reste 24 matchs aux Canadiens à la saison régulière. Le Canadien qui est quand même bien positionné au classement dans les 3 meilleurs de l'Atlantique, tout dépendant des résultats à l'heure où on se parle. Mais le Canadien qui doit quand même ne pas baisser leur garde. Il y a beaucoup d'équipes juste en arrière de nous, dont les Bruins de Boston qui sont proches, les Sabres de Buffalo, et on sent que le Lightning de Tampa Bay au premier rang de l'Atlantique est peut-être intouchable présentement. Donc le Canadien qui, malgré une excellente saison, n'a pas une marge de manœuvre considérable, honnêtement. On ne pourrait pas avoir 6 ou 7 défaites de suite. On se retrouverait à baisser au classement de manière quand même importante. Alors, gagner tous ces matchs est ultra important et on sait que là, la date limite des transactions est dans moins d'une semaine maintenant, donc vendredi. Est-ce que Quintus fera quelque chose d'intéressant? Peut-être ajouter un défenseur au niveau de la profondeur.
peut-être un attaquant sur le top 9. Et Patrick Laine devrait ne plus être un membre du Canadien de Montréal dès la semaine prochaine. Il a eu l'autorisation de chercher une nouvelle destination avec l'aide de son agent. On va voir quel dénouement. Le Canadien, je vous rappelle, qu'il va entamer un voyage de 3 matchs en Californie, à San Jose mardi, Anaheim et Los Angeles vendredi et samedi prochain. Un voyage qui arrive justement en plein dans cette semaine particulière. Ça va être intéressant de voir comment le Canadien va faire pour gérer ça et continuer à gagner. Le Canadien qui n'a pas généralement un grand succès dans l'Ouest américain. Alors gagner le match de ce soir à domicile face aux Caps, match très important. On a laissé filer un gros point face aux Islanders. Faut pas que ça arrive trop souvent. Le premier ministre Mark Carney, le président canadien, le premier ministre canadien qui s'envole pour l'Asie, il est en Inde présentement pour continuer à diversifier notre économie et enlever notre dépendance, à l'économie américaine. On sait qu'il faut diversifier. Tente de reconstruire les ponts, on va dire, avec l'Inde, depuis que Justin Trudeau était au pouvoir en 2023, avait accusé l'Inde de commanditer un meurtre et ça avait vraiment mal passé. Donc, M. Carney qui essaye de réparer les pots cassés. Et c'est tellement important au niveau on peut faire des ententes énergétiques. On sait qu'on a fait une entente avec la Chine, pour exemple, les autos électriques. On sent vraiment une idéologie vers ça, du côté du premier ministre canadien. Et également, va tenter de faire d'autres ententes avec l'Australie et compagnie pour diversifier l'économie, mais vraiment en Asie. On sait qu'il tente aussi de faire d'autres ententes avec l'Union européenne pour le côté militaire, le côté environnement aussi. On sait que le Canada a quand même des bonnes politiques en termes d'environnement, malgré les gens qui disent le contraire. Le Canada qui est un des pays avec l'Union européenne qui a investi le plus en environnement. On peut pas en dire autant de nos voisins américains et de la Chine, par exemple. Alors, je peux pas dire que je déteste honnêtement ce que fait le gouvernement canadien présentement. Je pense que diversifier l'économie et d'avoir d'autres alternatives est seulement une bonne chose à long terme pour nous. Et je pense que la mode de un peu se séparer des États-Unis, il n'y a pas seulement le Canada qui l'a. On voit la mode en Europe, elle est incroyable. Même la Chine, oui, on tente de garder des liens un peu avec les États-Unis, mais la Chine tente vraiment d'aller ailleurs également. Alors, c'est une tendance qui est dangereuse pour les Américains à long terme parce que le jour où Donald Trump ne sera plus au pouvoir, je peux vous dire que le paysage politique aura vraiment, mais vraiment changé de manière drastique pour les Américains. Et ça va être dur de tout réparer parce qu'il y a une confiance qui va s'avoir complètement brisée envers cette diplomatie-là.